Pour obtenir de belles courbes de rétention d'audience et obliger le dieu algorithme à vous donner le Graal, plus de vues, il faut faire du retention editing. Mais est-ce bien vrai? Le retention editing est-il la seule façon de monter sur YouTube pour faire des vues? Pour y répondre, il va falloir comprendre ce qu'est le retention editing et sur quel mécanisme il s'appuie pour être efficace. Et surtout, on va découvrir qu'il existe une autre méthode qui tire ses racines de la psychologie et qui a pour seul but de donner du plaisir aux spectateurs. Et ça va te rendre riche et célèbre. Tiens, regardons un petit peu le montage de cette vidéo de MrBeast. D'accord, des plans rapides, des effets à chaque fois que c'est possible. D'accord. Et maintenant, on va comparer ça à un montage que j'ai fait dans une émission de télé-réalité dans les années 2000. Des plans rapides, des effets à chaque fois que c'est possible. Mais comme tu le vois, MrBeast a juste pompé mon style. Non, je déconne. Si tu veux savoir d'où vient le retention editing, il faut d'abord comprendre ce qu'était YouTube au commencement. En 2005, à son lancement, la première vidéo postée sur la plateforme, Me at the Zoo, par Jawad Karim, un des membres fondateurs, donne tout de suite le ton. YouTube est fait pour tout le monde. Il va être possible de poster des vidéos et de les montrer au monde entier. Les vidéastes en herbe et les amateurs en tout genre ont enfin leur propre média. Les premiers utilisateurs de la plateforme ne savent pas vraiment filmer et surtout, ils ne savent pas monter. Mais très vite, l'apparition du YouTube Creator Studio donne accès aux statistiques de ces vidéos. Et là, Adi Galloway is an editing consultant who captured over 2 billion views, and he learned editing with data. L'objectif des créateurs n'est donc plus seulement maintenant de faire cliquer sur une vidéo. Le spectateur doit regarder le plus longtemps possible. Est-ce que tu t'es déjà senti prisonnier d'une conversation avec quelqu'un qui te tient la jambe pour enchaîner des banalités? Ah, monsieur Bernard, vous savez, ça c'est un monsieur... Il a dû souffrir pour en arriver là, parce que je souhaite à personne ce qu'il a vécu. J'avais une concierge comme ça avant, en fait. À chaque fois que je passais devant elle, dans le hall, elle me mettait le grappin dessus, et là c'était parti pour un tour blablabla, et qu'il fait beau, et qu'on n'a plus de saison. Et en fait, moi j'attendais poliment qu'elle termine sa phrase pour lui glisser un bon, moi je vais y aller. Mais ça n'arrivait jamais. Pour se faire épiler le cul et puis aller bronzer sous les UV, là il y avait du monde, mais pour s'occuper des gosses, ça je peux vous dire que c'est lui qui se cognait tout, hein. C'est comme si elle ne respirait jamais et que son monologue n'était qu'une gigantesque phrase ininterrompue. J'étais captif, prisonnier. Eh bien, le retention editing, c'est exactement la même chose. On supprime tous les silences, on resserre les phrases au maximum pour réduire chaque occasion qu'aurait le spectateur de décrocher et de partir. Cette façon de monter, elle n'a que des avantages pour un monteur amateur. Elle est facile à appliquer et surtout elle permet de tourner les vidéos en plan séquence sans jamais avoir besoin de se soucier des hésitations puisqu'on va pouvoir les enlever en montage. Alors on rajoute des J-cuts, des L-cuts, des zooms, de plus en plus d'effets. Au fur et à mesure, ça devient de plus en plus chargé. Le but est simple, saturer l'essence du spectateur. Il ne doit plus jamais avoir l'occasion de se demander s'il a envie de rester ou non pour regarder la vidéo en entier. C'est du hacking d'attention. Super, le spectateur regarde, mais peut-on en déduire pour autant qu'il est vraiment diverti? Et qui a pensé à créer une méthode pareille? La notion de retention editing n'est pas née avec les réseaux. Dès les années 20, des théoriciens du cinéma comme Sergei Eisenstein avec son montage dialectique, ou plus tard dans les années 50, Alfred Hitchcock avec son suspense rythmé, ont exploré comment le rythme du montage peut captiver le public. La règle des 3 secondes était déjà utilisée intuitivement. Plus tard, dans les années 90, les réalisateurs de pubs, par exemple Ridley Scott, oui, il a fait de la pub aussi, oui, ont exploité le montage rapide pour maintenir l'attention sur une durée de 30 secondes. Et des séries comme 24 heures chrono ont popularisé le rythme de montage haletant et ce stress permanent, là. Les réseaux n'ont rien inventé, en fait, ils ont juste réadapté ce qu'on savait déjà en télé et au cinéma, et ils ont poussé le curseur. Mais tu te doutes bien, il y a un hic. Le retention editing, on va pas se mentir, ça marche quand c'est bien utilisé sur un certain type de vidéo. Les statistiques le prouvent, cependant, il y a un gros trou dans la raquette. Si on essaye de remplir une tasse à café avec un seau, une grosse partie de l'eau n'entrera jamais dans la tasse. C'est du gâchis. Le cerveau humain a une capacité de traitement qui est limitée. Quand il doit traiter trop d'informations simultanées, on ne retient plus vraiment grand-chose de ce qu'on a regardé, et d'ailleurs c'est ce que prouve cette étude dont vous trouverez le lien en description. Ouais, c'est la même chose qui se passe quand on a trop binge-watché une série Netflix. Une grosse partie du contenu n'entre jamais dans la tasse. Aussitôt vu, aussitôt oublié, comme les contenus de MrBeast. Bam, bop, bada bop, boom, pow. Et pourtant, tous les experts YouTube le disent, c'est ce qu'il faut faire pour faire des vues. Ah ouais. Et comme tout le monde le fait, eh ben toi tu te dis, bah si tout le monde le fait, je vais le faire aussi. Et ça devient la vérité. Il faut faire du retention editing. Celui qui dit l'inverse est un infidèle. En fait, c'est devenu comme un dogme invisible.
Et peu de créateurs osent aller à l'encontre de ce catéchisme, comme des fidèles récitant une prière sans en comprendre le sens. Et toute tentation de création différente devient une hérésie. Résultat, une majorité des créateurs se sentent obligés de suivre la mode dominante, sans se demander si ça marche vraiment pour eux, parce qu'ils ont peur de flopper. Vous êtes quoi? Des moutons? Heureusement, il existe une autre méthode. Une méthode que tu auras le droit de remettre en cause quand tu l'essayeras, de façon à essayer de l'améliorer, dont tu pourras mesurer les effets. As-tu déjà entendu parler du flow editing ? On appelle état de flow l'état d'attention continue dans lequel se trouve le spectateur lorsqu'il est à la fois intéressé et stimulé par ce qu'il est en train de regarder. Résultat, il est totalement absorbé par une vidéo ou un récit. Le flow editing est une technique qui a pour but de s'adapter à l'attention naturelle d'un être humain, pas d'en forcer l'entrée. Au lieu d'enfoncer la porte, on utilise la clé. Allez, maintenant concentre-toi parce que c'est le moment où je te donne la recette précise pour que tu puisses l'appliquer et... Notre cerveau a une courbe d'attention naturelle, et les cycles sont de 90 à 120 secondes. On peut donc en déduire deux choses. Première chose, la structure. Voici la timeline du montage que tu es en train de regarder en ce moment même. C'est un peu méta. Pour que tu comprennes comment il est structuré, j'ai mis un petit code couleur. En orange, tu as les moments qui sont faits pour relancer l'attention et captiver le spectateur. C'est pour ça que toute mon intro est en orange. Comme tu peux le voir, ils ont un certain intervalle. Et guess what? Ils sont à peu près toutes les 90 à 120 secondes. Sauf vers la fin, où je fais exprès de les resserrer pour mettre un tout petit peu plus de tension subtilement. Donc très souvent, ces moments de relance, ce sont soit des moments intrigants, soit des questions. Super, le spectateur regarde, mais peut-on en déduire pour autant qu'il est vraiment diverti? Et qui a pensé à créer une méthode pareille? Et tu vois, après la question, je veille à laisser un petit moment de silence. Ce moment de silence, il est très important. Il a pour but de laisser le temps au spectateur de se poser lui-même la question dans sa tête et de digérer les informations qui ont été données juste avant. Ça revient un petit peu à verser du café dans la tasse avec un bec verseur, à le laisser boire tranquillement sa boisson, et à ne le resservir que lorsqu'il y a à nouveau de la place dans la tasse. Si tu es attentif, une autre chose que tu as pu remarquer, c'est le placement des musiques. Les musiques, elles sont là pour accompagner un petit peu le propos, mais aussi pour donner des sensations au spectateur. C'est pour ça que par moments, elles disparaissent complètement, de façon à provoquer plus de plaisir lorsqu'elles reviennent. Leur absence crée un manque. Et c'est ça qui fait que certaines d'entre elles vont être plus marquantes. Quand tu regardes une vidéo de MrBeast, est-ce que tu te rappelles des musiques ? Tiens, regarde cette transition par exemple. Eh bien, le retention editing, c'est exactement la même chose. On supprime tous les silences, on resserre les phrases au maximum pour réduire chaque occasion qu'aurait le spectateur de décrocher et de partir. Cette façon de monter, elle n'a que des... On est d'accord que la musique, tu l'entends. C'est parce que j'ai laissé un tout petit peu d'espace au début pour rentrer avec le thème de la musique de façon à ce que tu l'imprègnes dans ton cerveau. La musique, c'est bien quoi. Autre chose importante pour respecter le flux de l'attention du spectateur, ce sont les moments de pause. Des moments où je ne parle pas et où c'est l'image qui parle. Ces moments de pause, tu les vois en vert sur la timeline. Et comme tu peux le constater, j'en ai mis un petit peu partout. Hors de question que mon montage soit une phrase ininterrompue. Quand il doit traiter trop d'informations simultanées, on ne retient plus vraiment grand chose de ce qu'on a regardé. Ici, ce qui est important, c'est que j'ai muté une phrase. À l'origine, c'était plutôt comme ça. Quand il doit traiter trop d'informations simultanées, il entre en surcharge et finit par se bloquer. On ne retient plus vraiment grand chose de ce qu'on a regardé. Et là, tu te rends compte qu'en fait, le petit bout de phrase que j'ai retiré, il servait pas vraiment à grand chose, à part à encore parler. Mais le spectateur, il a besoin par moment que tu lui foutes un petit peu la paix, il comprend ce qu'il voit. Donc en cours de montage, j'alloue un moment à vérifier que tout ce que je dis est bien nécessaire. Et si ça ne l'est pas, et justement, pour ne pas devoir toujours dire les choses de façon très verbeuse et pompeuse, j'utilise régulièrement des allégories. Une allégorie, c'est ça. Ce sont des petits moments où je m'adresse à ton intelligence de spectateur. Tu as tout de suite compris ce que j'essayais de te dire grâce à mon allégorie avec ma tasse à café. Bon, en fait, c'est un mug. Et c'est ça qui est important dans ce cas précis, c'est que mon image a plus de poids que mes mots. Tu vas t'en rappeler un paquet de temps de mon mug Los Polios Hermanos. Et du coup, tu vas aussi te rappeler un paquet de temps de la capacité du cerveau à emmagasiner les informations. Bon, comme tu le vois, faire un bon montage, ça ne demande pas que de faire des coupes compulsives et de maîtriser les L-cuts et les J-cuts. En fait, c'est aussi un travail intellectuel et émotionnel. La technique, l'intellectuel et l'émotionnel. Et tout ça, en fait, c'est ce que j'ai appelé l'editing IQ. Si tu veux en découvrir plus sur ce concept, c'est le sujet d'un live que tu trouveras juste là.